Et est-ce que les personnages de Pokémon ou de Mario n'agissent pas sur les gamers comme pour d'autres personnes, disons les personnages de Star Wars ou les footballeurs, comme une réponse à un certain vide spirituel? Spirituel. C'est-à-dire que les gamers en font des véritables idoles. Je sais pas ce que ça veut dire. Spirituel. Qu'est-ce que c'est, spirituel? Ça veut dire quoi? Moi, je suis sociologue, moi. Moi, je suis ancré dans la matière. Je sais pas ce que ça veut dire spirituel. Je n'ai jamais médité. Adrien Sajou, moi. Je suis spirituel. Spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il y aurait une opposition fondamentale que René Guénon aurait mis dans un livre qui s'appelle Autorité spirituelle et pouvoir temporel. La différence entre le corps et la matière. Entre le corps et l'esprit. Ça existe, ça? Je comprends pas, j'y comprends pas. Ils parlent des idoles. Là, ils vont aborder le sujet des idoles. Mario, c'est une idole. C'est un. C'est un. Comment on appelle ça? Dans l'Ancien Testament. Le bœuf d'or, là. Le taureau d'or. Hein? Talmudo-sioniste. Le bœuf d'or. Le talmudo-sioniste. Font des véritables idoles. Moi, il m'est arrivé d'aller chez des gens, par exemple, avec des figurines quasiment à la taille humaine de Mario, enfin un fétichisme autour de... Bah, ce fétichisme, il est tout à fait particulier au niveau des figurines et des personnages de jeux vidéo. Voilà, donc il est particulier. Hein. C'est le fétichisme. Lui, son interviewant lui a proposé de réfléchir à la question des stars de télé, de foot, au même titre que les jeux vidéo. Mario, ce qui, somme toute, se tient, hein, c'est des idoles, quoi. Et lui, non, c'est spécifique aux jeux vidéo. Alors vas-y, prouve-nous que c'est spécifique aux jeux vidéo. Je suis tout oui. Parce qu'il est d'une nature... il est d'une nature différente des autres choses. Comment dire? Dans le livre 1 du Capital, à la première section et au chapitre 1-4, si mes souvenirs sont bons. On dirait qu'il parle de la Bible. Le mec, on dirait qu'il est en train de citer la Bible. Chapitre 1, alinéa 5. C'est vraiment le code de la loi marxiste. C'est... le mec, c'est un ouf. Il a appris sa doctrine par cœur, il connaît, c'est l'exégète du Capital. Après, on nous emmerde. Ouais, t'es dit, t'es agnostique, le catholicisme, c'est du grain, toi, t'es gnostique, c'est satanique, le gnosticisme. Et les mecs, ils sont catholiques, marxistes, et ils connaissent la linéa 5 du marxisme. Les mecs, ils ont appris ça par cœur, et le mec, il va te parler de les idoles. Hein? Il te cite Marx comme si c'était un Dieu, hein? Le livre des lois, les tables des lois, et par contre, il va utiliser, il pense le monde comme ça, genre c'est Marx, le grand Marx, qui va nous expliquer en quoi nous, on est en train d'avoir des idoles, des faux dieux en fait. Ça c'est magistral. Alors pareil, il nous dit que c'est très spécifique au monde du jeu vidéo parce que c'est un faux monde. Je croyais, quand tu as parlé de Guy Debord, il me semble, parce qu'il commençait à y avoir des contradictions dans ce que tu dis, quand tu as parlé de Guy Debord, tu as dit que le jeu vidéo était la reproduction de la réalité, mais plus tard. D'accord? Ce n'est que la reproduction du réel. Bah donc dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, tu vois, c'est réel. C'est le réel, donc c'est pas spécifique aux jeux vidéo. C'est absurde ce que tu racontes en fait. Ça commence à devenir absurde. Marx développe un concept très important qui s'appelle le fétichisme de la marchandise. Voilà. C'est un sous-chapitre qui s'intitule « Le caractère fétiche de la marchandise et son secret ». Le fétichisme de la marchandise, ça consiste à faire exister un rapport social non plus entre des humains mais entre des objets. C'est-à-dire que lorsque je regarde une marchandise, peu importe laquelle, ce que je vois dans cet objet, c'est pas seulement un objet en tant qu'objet matériel, c'est aussi le temps de travail humain qui était nécessaire à la production de cet objet. Ce qui fait que lorsque deux objets sont mis l'un à côté de l'autre, ils s'affrontent en quelque sorte dans le temps de travail humain qu'ils contiennent. Le fétichisme de la marchandise, c'est ça. Maintenant, les figurines dont on parle développent un caractère fétiche tout à fait particulier. Donc, bon. Alors, je sais pas s'il a voulu nous dire que c'était lié aux jeux vidéo. Donc, en gros, tu mets deux jeux vidéo à Micromania côte à côte, et les deux s'affrontent pour le temps de travail. Genre, le studio A, Nintendo, a mis
160 heures à produire ce jeu vidéo, et lui, il a mis 150 heures, et le problème, c'est qu'il y a la concurrence des temps d'heures de travail passées sur le jeu vidéo. Ce qui est le cas depuis Rome, quand tu fais un ouvrage, genre une table ouvragée. T'as mis 160 heures pour faire la table, et elle rentre en concurrence avec l'autre table. C'est la logique commerçante de base, c'est d'ailleurs comme ça qu'on évalue les prix, puisque ton salaire de merde que t'aurais pu te faire si t'avais été salarié, et bah c'est pareil, on dit ton meuble il vaut 150 euros parce qu'il y a 150 heures derrière, et donc toi tu récupères 150 euros. Voilà. Et alors que l'autre qui a mis 60 heures, le meuble a pris moins de temps, et donc il vaut moins cher. Et donc après, c'est l'intelligence qui va être liée. Par exemple, on va faire un meuble qui met 60 heures, mais on va mettre des détails qui vont être à la mode, et il va se vendre mieux. Enfin bon, oui, d'accord. C'est la vie, quoi, que tu décris. C'est dur d'être sociologue. Hein. Il est face au monde et il essaye de nager, il essaye de comprendre le monde. Fallait arrêter WoW avant, hein. C'est difficile de t'entendre. Le monde est nouveau pour toi, tout est nouveau là. Ce caractère fétiche n'est pas tendu au temps de travail humain qui a été cristallisé en eux. Parce que si vous voulez, une figurine, ça contient pas beaucoup de travail humain, c'est des objets produits en série. Voilà. En réalité, c'est ça. Bon. C'est pas beaucoup de travail humain. Il y a le design, il y a le concept. C'est pas énormément de travail, peut-être. C'est un autre travail humain. Théoriquement, c'est pareil. Je veux dire, les usines de bouteilles, il n'y a pas beaucoup de travail humain dedans, c'est vrai. Pourtant, il y a des objets design. Le iPhone, il n'y a pas beaucoup de travail humain. Et pourtant, on parle de design. Et le design, c'est de l'art. Bon. La figurine, elle contient l'existence même du gamer. C'est-à-dire que, imaginons, je prends un personnage de jeu vidéo quelconque. Prenons par exemple Darius. C'est un personnage qu'on va retrouver dans le jeu League of Legends. Peut-être que vous connaissez. Bon, peu importe. Du tout. C'est un personnage. C'est marrant, hein. C'est marrant les intuitions qu'il a. Il a joué à LoL aussi. Il a vraiment perdu sa vie, hein, parce que LoL c'est assez récent. Darius, voilà. Moi je connais pas Darius parce que je joue pas à LoL, mais j'ai plus l'âge. J'ai 28 ans, j'ai pas l'âge d'avoir joué à LoL. Pas mon truc. Et bah lui, oui. Lui il a 27, il a joué à LoL. Bah écoute, mon petit gars, je comprends mieux. J'arrive mieux à retracer ta sociologie. Je comprends. Toi tu fais la sociologie du gamer. En fait, le gamer c'est toi, et on peut, oui, retracer la sociologie du gamer, de celui-là en tout cas. Adrien Sajou. Sociologie du gamer, Adrien Sajou. C'est un personnage de jeu vidéo, peu importe. Je joue beaucoup Darius, je vais produire du lien social grâce à ce personnage, je vais retrouver mes amis avec, etc. etc. Comme j'aime beaucoup ce personnage, je vais m'acheter une figurine de Darius. Bon. Je la pose sur ma cheminée, si j'ai une cheminée. Quand je vais regarder ce personnage de Darius, qu'est-ce que je vais voir ? Est-ce que je vais voir ce... Darius ? Je sais pas. Est-ce que je vais voir ce personnage en tant qu'il existe lui-même, en tant qu'il m'a enrichi ? Non, pas du tout. Ah. Ce personnage de Darius, il n'existe pas en lui-même. Il n'a pas de véritable personnalité. Il n'a pas d'autonomie décisionnelle. Ce personnage Darius, en réalité, ce qu'il contient, c'est ma propre existence. Il contient ce que j'ai pu vivre à travers lui dans le virtuel. Ce qui fait que la figurine, c'est un objet particulièrement fétiche, parce qu'en fait, elle me contient moi. Oui. Donc c'était aussi un objet narcissique, D'accord. parce qu'en quelque sorte, c'est une statue érigée en ma propre mémoire et en mon propre honneur. Marc ? Ok. Alors, là, c'est gigantesque, il y a tout dedans. C'est le cas de la figurine de Jésus, qui contient moins toi, puisque tu n'as pas joué à Jésus dans un jeu vidéo, peut-être, mais par contre, quand tu pries Jésus pour toi d'abord. C'est une relation personnelle avec Dieu. Je sais pas par quoi commencer en fait par rapport à ça, parce que c'est terrible. Bon, il n'a pas de pouvoir décisionnel, oui c'est un objet, c'est le cas de toutes les figurines en fait, de toute manière, pas seulement du jeu vidéo. Tu dis que c'est spécifique au jeu vidéo, c'est faux. C'est le cas des dessins animés, on a beaucoup d'attentes envers un dessin animé. Maintenant, je vois ce que tu veux dire, Darius n'a pas de storytelling, il n'y a pas un scénario autour de Darius, donc il n'a pas une personnalité propre. Donc le joueur de LoL n'a que l'expérience qu'il a vécue avec Darius. Mais c'est pas le cas de Sephiroth par exemple. Les gens qui achètent une figurine de Sephiroth, c'est pour tout ce qu'il incarne d'individuel.
Donc, par exemple, Sephiroth serait plus proche d'une figurine de dieu grec que Darius, qui lui est juste un avatar. C'est la différence entre l'avatar et le dieu, justement. Donc, bon, bah, tu fais pas cette distinction. On pourrait approfondir ça sur le plan mystique. Ce que je vais pas vraiment faire parce que tu m'assassines la gueule, là. Je suis fatigué de ce que tu racontes. Adrien. Marc, oui, toujours pour continuer on va dire, à faire le défenseur des gamers un petit peu quand même. Que répondez-vous à ceux qui prétendent que que le jeu vidéo donc serait une forme d'art? Et donc j'explicite un petit peu, c'est-à-dire qu'il existe. Là, on a parlé des FPS, donc les jeux de tir comme Call of Duty. On a parlé donc des MMORPG, des jeux multiplayer massifs. Mais il y a aussi d'autres catégories de jeux, notamment les jeux narratifs qu'on peut apparenter au. Enfin, quand on est gamer, on dit ça, oui, ça s'apparente à du cinéma, dans le sens où c'est une expérience narrative avec des émotions, un scénario en général assez ambitieux, et puis qui nous font vivre sur 12 heures au lieu de 2 d'ailleurs, des émotions pareilles qu'un film, avec du suspense, etc., de l'humour, etc. Et donc ça s'apparenterait peut-être à une forme d'art, donc à du cinéma, quoi. Que répondez-vous à ces gens-là? Il est toujours aussi bon dans ses interventions. Donc ils sont très bons, c'est vraiment pas une mauvaise émission, hein. C'est très très bien. Donc on a fait les FPS, on a fait les MMO, pour l'instant sur tous les sujets, et on a fait les figurines. Donc sur tous les sujets, le gars ramène au MMO, donc c'est un obsédé du MMO, on a compris, il a niqué sa vie dans les MMO, il connaît que ça d'ailleurs. Et donc là on va l'entendre sur les jeux vidéo narratifs, c'est ma catégorie de jeu. Je vous le dis d'avance, j'aime les jeux courts, qui durent moins de 10 heures, et qui se font avec plus ou moins de difficulté, mais en tout cas de manière narrative, j'aime les scénarios. Donc ben, je vais l'entendre là-dessus, et j'espère qu'il va nous étonner, Adrien, sur ce sujet des jeux vidéo narratifs. Alors, ce qu'il faut bien comprendre vis-à-vis des jeux vidéo, c'est qu'ils ne sont pas des représentations comme les autres, ils ne sont pas du tout comparables aux livres ou aux films. Ce qui caractérise le jeu vidéo, c'est son incomplétude. C'est-à-dire que un jeu vidéo, pour rester interactif, il doit forcément rester incomplet. Parce que ce jeu vidéo va devoir laisser un espace au joueur afin que celui-ci puisse intégrer l'univers virtuel qui est face à lui. Ce qui fait que le mouvement dialectique qui a lieu entre le jeu vidéo et le joueur, ça ne peut pas être un enrichissement. Le jeu vidéo ne vient pas vers le joueur pour l'enrichir comme le ferait un livre. C'est le joueur qui s'en va vers le jeu vidéo pour l'enrichir. Donc l'enrichissement, il a lieu du joueur vers le jeu et pas du jeu vers le joueur. Alors, première partie de sa réponse sur les jeux vidéo narratifs, tu es un malade mental, Adrien, tu es un malade, un grand malade et un menteur, d'accord? Un sophiste pur. Je comprends pas pourquoi est-ce que Soral et les éditions Caca, ils s'emmerdent à publier des trucs pareils, parce que tu prends en plus le nom du livre de Soral, du livre le plus connu de Soral, tu es un sophiste pur. Je vois pas pourquoi t'aurais pu éditer ça chez n'importe quel éditeur, ça aurait marché. Pourquoi est-ce que tu t'es emmerdé à aller à ER chez des révolutionnaires? Ça sert à rien, hein, ce que tu viens de faire. C'est incroyable ce que je viens d'entendre. On t'a posé la question, Adrien. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur les jeux vidéo narratifs, qui durent 12 heures, qui sont un univers fini, avec début, milieu, fin, écrit en 3 actes. D'accord? La base du scénario, 3 actes. Comme les séries, comme les films, comme le théâtre, comme les livres, les romans, la pensée. Début, milieu, fin. Bon, tu viens de nous dire que contrairement au livre, parce que le livre, visiblement, c'est une religion pour toi, apparemment. C'est le livre. Le livre, c'est bien, et le jeu vidéo, c'est pas bien. Alors le livre, c'est un univers fini. Alors, c'est la négation intégrale de tout le 19e siècle en littérature. Avec les à suivre. Méfie-toi, hein. Parce que quand tu lis Victor Hugo et qu'il y a écrit à suivre, dans les journaux ça apparaissait au fur et à mesure, il y avait écrit à suivre, ce n'est pas un univers fini. Et puis alors une fois qu'on a le livre en entier, c'est un univers fini parce qu'il y a écrit fin. Mais c'est une fin qui n'est pas finie. Puisque quand j'en sais rien moi, dans les mystères de Paris, à la fin, le gars, il se marie avec la meuf, elle sort de la prostitution. Mais on n'a pas toute la suite avec quand elle fait des enfants, comment elle vieillit, comment elle meurt. On peut pas reproduire la vie intégralement dans un roman, c'est qu'une partie. Ce n'est pas un univers fini. Qu'est-ce que c'est que cette obsession de l'univers fini?
Et en plus, ce qui est très fort là-dedans, et là où tu mens, c'est que tu reparles encore des MMORPG en disant que le joueur, quand il va dans le jeu vidéo, c'est pour chercher un univers infini. C'est le cas des joueurs comme toi. Pas des joueurs comme moi. Moi, je cherche pas un univers infini, c'est pour ça que je joue pas au MMORPG. Tu comprends? Parce que j'ai pas de temps à perdre, moi. Et plein d'autres gens, hein. Tu mens. Parce que, au début de l'interview, tu as dit que les jeux vidéo c'était de la merde, c'était faible, parce que tout était conçu par l'éditeur et qu'il y avait une fin et que c'était une expérience limitée. Alors que la vie est une expérience illimitée. Et là maintenant tu nous dis que le jeu vidéo est une expérience illimitée. Donc non finie, donc c'est de la merde. Contrairement au livre qui serait une expérience limitée. Mais décide-toi. Tu mens. D'accord? Tu fais plier la réalité en fonction de tes fantasmes. Tout ça parce que tu as écrit un livre pour justifier des années où tu te fais souffrir et où tu as rien foutu. Et ça, c'est pour plaire à ta mère, c'est ça. Pour dire j'ai écrit un livre, regarde, je suis un adulte, j'écris des livres. C'est ça que tu veux faire? Regarde, parce que tu as passé des années sur tes jeux vidéo et tu veux les rentabiliser. Parce que tu connais que ça. Et t'as envie de dire à maman, tu vois que j'avais raison de jouer aux jeux vidéo parce que j'ai écrit un livre grâce à ça. Mais c'est de la merde ton livre. Ton intervention, elle est minable. Tu nies l'art entier. Et en plus, tu t'es même pas documenté. Parce qu'il y a Usul et Dorian qui ont fait un travail énorme sur la conceptualisation, la différenciation des jeux vidéo, le fait pour en faire un art. Et tu es en train de dire que c'est pas un art parce que c'est pas un univers fini. Tu vas trouver tous les prétextes, je suis sûr, à l'avenir pour nous dire que c'est pas un art et que c'est de la merde. Et c'est tout ce que tu as envie de dire. Que c'est de la merde. Mais t'as joué à des jeux de merde. Tu t'étonnes après de trouver ça que c'est de la merde? Tu nies totalement le travail qui a été fait auparavant. Et après, tu vas te revendiquer. Quoi? Debord? Marx? T'as lu 3 livres? Et Soral? T'as lu 3 livres et ça te suffit pour penser le monde, c'est bon? L'univers, il est fini. Je l'ai compris. C'est un réflexe de gamer que tu as d'ailleurs, au passage. De troll. Et tout ça pour avoir une vidéo non commentable. Parce que évidemment, vous permettez pas les commentaires. Moi, je suis très content de faire cette vidéo, même si je suis très énervé et que je sais pas quoi et que j'ai pas le temps de parler de tout. Mais n'empêche que je vous mets à disposition la possibilité de commenter aussi pour eux. Parce que eux, ils ont interdit les commentaires par contre. Bon, on va continuer, mais putain, tu m'as énervé. Hein. La vidéo est un art. Bon, on pourrait dire effectivement qu'il y a une certaine beauté dans certains jeux. Mais là, ça se discute parce que si on considère que seul le vrai est beau, bon, vous voyez ce que je veux dire. Et puis... Non, j'ai rien compris de ce que tu as dit. Il est content avec son souffle du nez là. On n'a rien compris. Alors, si on considère que ce qui est beau est réel ou est vrai, je vais taper sur Wikipédia. Ou je sais pas où. Je vais taper sur Internet. T'as chopé ça où? Comment ça si on considère que ce qui est vrai est beau? Où est-ce que t'as entendu ça? Pourquoi est-ce que je devrais considérer ça? Ce qui est vrai est beau. Qui a dit ça? Quel philosophe a parlé de ça? Balance des trucs complètement à l'arrache. Rien n'est beau que le vrai. C'est une citation. Alors c'est parti. On va savoir d'où est-ce que tu tires tes trucs. Tu l'as chopé sur internet, de toute façon, je suis sûr. C'est un pote que dans un bar qui t'a dit ça. Étienne Bonnet de Condillac. Hein, je suis curieux de savoir ce qu'il a fait, lui. Rien n'est beau que le vrai. Cependant, tout ce qui est vrai n'est pas beau. Et voilà la suite. Cependant, tout ce qui est vrai n'est pas beau. Pour y suppléer, l'imagination lui associe les idées les plus propres à embellir. Ah ben, tu vois, quand tu l'apprends dans son ensemble, je sais pas qui est Bonneau de Condillac, mais c'est un noble du XVIIIe siècle, 1746. Et c'est Essai sur l'origine des connaissances humaines. Voilà. Et alors, on reprend la citation et on l'analyse. Parce que là, tu nous as balancé ça avec un souffle du nez. Si on considère que ce qui est vrai est beau. Ben non. La citation, c'est rien n'est beau que le vrai. Cependant, tout ce qui est vrai n'est pas beau. Pour y suppléer, l'imagination lui associe les idées les plus propres à l'embellir. Ben voilà, c'est ce que tu fais. En fait, ça s'appelle combler le vide. Tu sors ça comme ça de nulle part, c'est insoutenable. Et puis il y a autre chose, c'est que les personnages de jeux vidéo qui sont beaux sont extrêmement rares. Je suis désolé, mais Mario, il n'y a rien de plus moche que Mario, c'est une patate qui court et qui saute.
Le niveau du mec. Le niveau du mec. Excusez-moi, mais deuxième point dans mon argumentation philosophique et sociologique, Mario c'est pas beau, c'est une patate et il saute. Connard, putain, mais c'est incroyable. Ça n'a rien de beau pour une raison très simple, c'est que le personnage du jeu vidéo doit attirer l'attention du joueur. Sa laideur n'est pas tendue au fait que les capacités de calcul des jeux seraient limitées et que donc il faudrait réduire la beauté des personnages. C'est surtout dû au fait que le joueur doit avoir accès immédiatement au monde virtuel, avoir accès immédiatement aux personnages qu'il veut incarner, ce qui fait qu'on va avoir des personnages qui sont globalement très grossiers. Ils vont avoir de gros traits parce qu'ils sont des caricatures en réalité. Et c'est pour... Bon, bah voilà. Donc en fait, sa théorie est basée sur ce qui avait été développé dans le jeuxvideo.com à l'époque de Usul et de tous ces mecs-là qui avaient fait l'histoire du jeu vidéo, qui avaient réfléchi à tout ça. Ils avaient extrait que, en fait, Mario avait été construit parce qu'il y avait un problème de pixelisation vu qu'il y avait 8 bits. Et on l'avait fait grossier pour qu'on comprenne très bien le personnage. Et en fait, après, on l'a redessiné. Alors lui, il nie ça. Il dit que c'est pas pour ça. Il dit que c'est... Mario, il n'est pas grossier à cause des limites techniques. Il est grossier tout court pour attirer l'attention. Alors, je sais pas. Il faudrait poser la question au concepteur et au dessinateur. Mario, c'est un dessin. Mais les dessins animés aussi, c'est grossier pour attirer l'attention. Des enfants, c'est pour faire rire. C'est des caricatures, oui. Mais comme l'art, en général. Même les films les plus subtils sont des caricatures. Yoda, c'est une caricature du vieux sage. Dans tous les romans populaires, même au 19e siècle, on retrouvait ça. Candide, de Voltaire, c'est une caricature de l'homme Candide. Voilà. C'est une caricature. Et tu es une caricature de Soral. Puisque Ganesh, quand il a caricaturé Soral, avait les mêmes propos que toi. Et tu es volontairement grossier et caricatural pour pouvoir attirer l'attention de tes spectateurs, pour pouvoir vendre ta merde. Tu es capitaliste ou quoi ? C'est la négation intégrale de l'art. De tout entier. Delacroix, j'imagine que Delacroix c'est bien, parce que Delacroix c'est réaliste. Les corps splendides des hommes, magnifiques avec des couleurs réalistes, explosives. C'est pas fait pour attirer l'œil des gens, franchement. Quand c'est placé dans un musée, allez voir un Delacroix, c'est gigantesque, énorme. C'est énorme. Et il y avait même des reproductions, hein. C'était pas un modèle unique, hein, au passage. Pour certains de ces tableaux-là. Tu nies l'art. Tu n'y connais rien du tout. T'as passé ta vie sur les jeux vidéo, tu ne connais rien à rien. Et c'est pour ça aussi qu'on retrouve chez les personnages virtuels féminins tous les atouts, on va dire, des actrices pornographiques. Donc un personnage de jeu vidéo, il est très rare qu'il soit beau, il est très rare qu'il soit fin et gracieux, c'est souvent quelque chose de laid. Et donc à partir de là, est-ce qu'un jeu vidéo peut être un art ? Il y a des jeux vidéo qui ont une certaine beauté, mais ça reste quand même très limité, je trouve. Il trouve que c'est très limité. Et c'est ça de la sociologie. Sans jamais rien citer. Aucun exemple. Mario est grossier. D'accord, Mario est grossier. Superbe. Les traits ne sont pas fins. Dragon Quest. Le dessinateur de Dragon Ball. Succès mondial. Magnifique. Une pensée de la ligne. Le mec, il a un concept de la ligne claire. Comme Hergé. Comme Tintin. D'accord ? Tintin, qui est... Hergé qui s'était inspiré de la ligne orientale, asiatique. Ça veut dire que tu boucles, d'accord ? Toi qui aimes la dialectique. La ligne claire, c'est une pensée orientale. Parce que nous, en Occident, depuis le XVIIe siècle, on a abandonné la ligne claire pour mettre en valeur les couleurs. C'est une erreur stratégique. La couleur, c'est une arnaque. La ligne claire, c'est la sagesse de la pensée. D'accord ? C'est de la méditation active. C'est la compréhension des objets dans leur forme. Tout ça est porté par le jeu vidéo asiatique. Dans leur concept. La clarté. Clarté, lisibilité, rigueur. Tu connais ça ? C'est des trucs qu'on retrouvait dans l'architecture en France. C'est une pensée médiévale. Regarde les murs du XIIIe siècle. Ils sont remplis de personnages caricaturaux avec des mecs qui baisent et qui boivent. Des monstres, des diables. Toute la pensée occidentale est basée sur la caricature. Gargantua, l'un des premiers livres qui a été édité et imprimé. De Rabelais, Alchimie. Le mec il pète, il rote la caricature. Il est volontairement grossier, c'est un géant. Il bouffe la vie. La lecture, il mange, il mange, il mange. Il est très intelligent, très grand, très mangeur. Il pète beaucoup, très vulgaire.
Putain, mais il y a une négation, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est monstrueux d'entendre des trucs comme ça à cet âge-là. Même Zemmour, il oserait pas dire des trucs comme ça. J'imagine que t'es pas de gauche. T'es AER, t'es pas de gauche. Bon. Eh ben, on dirait une vieille bigote de gauche. Tu es comme elle. T'es un vieux bigot. T'es cassé ou quoi? C'est quoi à l'intérieur? Qu'est-ce qui s'est passé? J'arrive même pas à argumenter. Je suis trop passionné là. Ça me passionne dans le sens passion. Voilà. Passion. Oui, ça excite mes passions. Je crois que je vais pas pouvoir faire vraiment une vidéo parce que j'arrive pas. Je voulais me concentrer et dire des trucs intelligents, mais en fait, il est tellement con. Oh, il est tellement con. C'est affreux. J'ai jamais été aussi vulgaire. Comment je vais faire pour trouver les zones positives? Comment je vais faire, Adrien? Tout le concept de ma chaîne, il est niqué là. Alors, il y a un aspect qui est particulièrement intéressant dans votre livre, Sociologie du gamer, c'est ce lien que vous faites entre le virtuel et le réel, et notamment la critique que vous faites de la société à travers le virtuel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous expliquez que les jeux de zombies post-apocalyptiques sont une métaphore de notre monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, c'est quelque chose que j'ai pu développer un peu dans un entretien qui m'a été proposé par nos amis de la revue Rébellion. Donc, si vous voulez, le zombie, comme le jeu vidéo, comme toutes les sous-cultures du capital, sont le zombie. Le zombie, comme le jeu vidéo. Bon, le zombie, c'est un art. Enfin, c'est pas une industrie, le zombie. C'est pas comme le jeu vidéo. Donc, la sous-culture occidentale, capitaliste, sous-culture. T'es dans une maison d'édition qui s'appelle Contre-Culture. Contre-culture, c'est-à-dire que tu fais pas de la culture, tu es contre la culture. C'est totalement ça. Tu t'opposes à la culture. Le jeu vidéo est une culture. Tu t'opposes à la culture, t'es contre-culture et ça donne caca. Ta pensée, c'est du caca. Alors voilà, bon bah. Donc les zombies, un produit de sous-culture, vas-y. Et donc c'est une pensée que t'as développée. Le zombie est un produit du mode de production capitaliste. C'est-à-dire que ce zombie, il représente en réalité le consommateur contemporain dénudé de tous ses artifices. Le consommateur contemporain, il consomme, il détruit tout, il détruit son environnement, il n'a aucune intelligence, mais il cache sa véritable nature sous tout un ensemble d'artifices. Et en réalité, le virus du zombie va permettre à ces artifices de tomber et de dévoiler la véritable nature du consumérisme. Donc moi, ce que je dis, c'est que le zombie, c'est la caricature de notre propre existence, effectivement. Oui, c'est la critique formulée par Romero à travers ses films de zombies. Oui, alors j'ai exactement ça, oublié le le but. nom du film là, le plus connu. Zombie. En anglais, c'est Zombie. Ouais. D'accord. En français, c'est Zombie. En anglais, c'est Day of the Dead ou Dawn of the Dead, je sais plus. Ouais, ou Shaun of the Dead, non, un truc comme ça. Ça, c'est la parodie. Ah oui, c'est la partie. D'accord, oui, ben, le zombie, oui, effectivement, il y a un rap. Bon bah, moi je vais arrêter là-dessus les gars, parce que Adrien, si vous pouvez réécouter le moment, Adrien Sajou vient de montrer qu'il est complètement inculte. Il dit que c'est sa théorie, qu'il a pu observer, il a l'impression d'être un génie parce que il a regardé, il a compris que l'image du zombie c'était en fait le consommateur. C'est une relation, ça c'est un truc d'adolescent de gauche. Oui, les zombies, en fait c'est nous les consommateurs, et c'est exactement ce qu'a voulu faire Romero en inventant le concept de zombie par le film Zombie. C'est ce qu'on vient de lui dire et le mec en sait rien. Shaun of the Dead, il sait pas. Non, c'est la parodie, c'est rigolo, il sait pas, il ignore. Le mec il balance des trucs, ça lui sort de la tête, il en sait rien du tout, il se documente pas, il connaît rien du tout à la culture populaire, il connaît rien à la culture tout court. Il a lu Marx, il a écouté Soral, il y connaît rien. On est à 33 minutes sur 1 heure. Je vais faire quoi? Vous voulez que je navigue? Que j'écoute? C'est un illettré. Il a 27 ans, ça se trouve il lit depuis 2 ans. Il a même pas arrêté le jeu vidéo, il doit continuer à se branler sur Dofus, je sais pas ce qu'il fout. Complètement con comme ses pieds. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pourquoi... Après on va me dire, ouais je perds mon temps. Teddy, pourquoi tu perds ton temps avec Zaya, à traiter des sujets avec ER, c'est des cons, faut pas prendre du temps pour eux. Ben si, faut écouter. Mais là,
là, je vois pas. Il fait un travail sociologique. C'est pas incohérent ce qu'il dit, mais en lumière euh, sa thèse sur les relations sociales. Moi, j'aime beaucoup l'idée que les jeux vidéo MMORPG en fait vendent, non pas le RPG, mais vendent les autres joueurs. Ça, c'est super bien pensé. Après, vu que c'est la pensée du capital de base, c'est la pensée des concepteurs, il a fait que de mettre en lumière la pensée des concepteurs en ingénierie sociale. À la limite, peut-être que dans 10 ans, il travaillera pour l'ingénierie sociale, une fois qu'il aura fini sa formation, et puis il se rincera les dents avec le fric du capitalisme, et puis il se tapera des putes, ça lui fera du bien. Une fois qu'il aura fini d'évacuer son stress, là, il m'a transmis... Le problème avec les jeunes frustrés, c'est qu'ils te transmettent énormément de frustration. Vous avez peut-être raison, hein, faut pas écouter les gens frustrés, hein, faut pas s'occuper d'eux. Là, il m'a transmis un truc de ouf, hein. Onde négative de ouf, c'est un malade. Un rapport dialectique entre le consommateur tel qu'on peut l'être et le zombie, c'est-à-dire que je vais m'amuser à détruire du zombie parce que je veux détruire ma véritable nature de consommateur, ou je vais m'amuser à me déguiser en zombie, parce qu'on le voit, il y a des marches de zombies, il y a des gens qui se déguisent en zombies, mais pour effectivement me libérer de toutes les contraintes sociales de cette société qui sont effectivement extrêmement lourdes. Ah bon, t'es un vieux con, laisse tomber. En fait, oui, d'accord. Ok, c'est un vieux con, laisse tomber. C'est un mec de 90 ans dans un corps de mec de 27 ans. À mon avis, son corps doit être frêle, il doit être immonde, le mec. Il a passé son temps à regarder à sa fenêtre de banlieue pavillonnaire, parce qu'il doit habiter dans une banlieue pavillonnaire de merde. Il a regardé les jeunes filles en décolleté de ouf, hyper bonnes, de 16, 18, 20 ans, habillées en zombies qui s'amusent avec leurs potes, qui passent un excellent moment, et lui, il était enfermé à jouer à WoW comme un gros con. Et il a analysé ça sociologiquement, il invente des trucs de psychanalyse de comptoir, il sait absolument pas ce qu'il raconte. C'est invraisemblable d'éditer des merdes pareilles. Et c'est les meilleures ventes. Je comprends pourquoi les commentaires sont désactivés. Je suis étonné d'entendre des trucs pareils de la part de mecs qui ont mon âge. C'est incroyable. Les rapports sociaux dans les jeux vidéo ne diffèrent en rien des rapports sociaux de la société d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont toujours basés sur un rapport de puissance narcissique. Voilà, il recommence plus loin, à 42 minutes, il parle de sa puissance Qui va avoir le narcissique. meilleur score, marquer des plus-values grâce à des marchandises qui n'ont aucune réalité matérielle. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans ce que Debord pouvait appeler le spectacle de la marchandise, et lorsqu'il disait que toute la vie n'est plus qu'une immense accumulation de spectacles. Donc effectivement, on est là dans des nouveaux marchés solvables, mais à mesure que le capitalisme va s'échapper dans la spéculation et dans le virtuel, nos rapports sociaux vont suivre ce même chemin. Et je pense que tant qu'il y aura du capitalisme, il y aura du virtuel. Marc. Voilà, c'est rigolo. Le mec, quelle que soit la minute que tu prends, c'est n'importe quoi avec son Guy Debord et son Marx. Il y a une virtualisation des rapports sociaux, fort bien. Heureusement, malheureusement pour sa théorie. Sur YouTube, on est en train de créer des liens sociaux extrêmement puissants. Ça nous permet aussi, parce qu'il y a un côté positif, hein, ça nous permet de créer des liens avec des gens qui habitent hyper loin, à l'autre bout du monde. Ça permet à des Français qui sont expatriés à cause du libéralisme de rester en contact. Alors évidemment, c'est de rester en contact avec la France. Évidemment, c'est une moindre consolation. Et ça nous permet, le virtuel, de créer des systèmes alternatifs, notamment ER qui s'est construit intégralement sur le virtuel. La maison d'édition qui lui a filé de l'argent, Kaka, n'existerait pas sans le virtuel et la virtualisation. C'est un moindre mal, on va dire. Oui, mais si le capital n'avait pas virtualisé, on n'aurait pas besoin d'eux. Écoutez, pour la plupart des mecs de ER et la plupart des fachos, ils sont, comment on appelle ça, survivalistes, genre la survie du plus fort. Et ben c'est l'adaptation, faut s'adapter. Mon petit mec, c'est sûr que c'est pas en jouant à World of Warcraft que tu vas t'adapter au monde. Se cultiver vraiment, parce que aller lire des bouquins sur contre-culture ou ailleurs, c'est effectivement ça qui va nous enrichir, puisque un livre, c'est une représentation complète. Cette représentation, elle est là, posée devant moi, dans sa totalité, je peux me l'accaparer et elle va m'enrichir, tandis que le jeu, c'est moi qui vais l'enrichir. Donc effectivement, retrouver le goût à la lecture, c'est pas facile, bon, mais ça se fait.
Il y a des gens qui réussissent. Oui, et puis, Voilà, c'est pas facile. Donc ça a dû être très dur pour lui de se remettre à la lecture. Il a lu des livres de caca, contre-culture. Donc voilà ce qu'il faut faire, sa réponse. Il faut lire caca. Donc lire des livres qui sont des livres de vieux bigots de 27 ans, de merde, pour s'enrichir, soi-disant. Parce que le livre, il est là, total, devant moi. Alors que le jeu vidéo, non. Bon bah, Uncharted, si, c'est un livre total, c'est une histoire, un scénario. Il y a des livres avec écrit à suivre et dont la suite n'existe pas. Je sais même plus quel exemple, mais il y a plein de livres comme ça qui n'ont pas fini d'être écrits. Perceval, le roman de Chrétien de Troyes, La quête du Graal, ça n'a pas été fini, on n'a pas la fin. Donc c'est pas un livre qui est écrit dans sa totalité, pourtant il est totalement devant moi. Ça n'a aucun sens ce que tu racontes, tu nies l'intégralité de la vie, et on peut très bien jouer aux jeux vidéo narratifs et lire en même temps, et en plus tu confonds MMORPG avec les liens sociaux. Pour finir avec l'histoire de liens sociaux, on peut écrire un livre à plusieurs par le biais de blogs. On pourrait publier en bouquin les commentaires magnifiques qu'il y a sur les chaînes YouTube. Moi, quand je lis vos commentaires, c'est absolument parfait. On pourrait très bien les compiler pour en faire un livre. Et dans ce cas-là, on aurait écrit un livre ensemble. C'est sans imagination. Le mec vit sans magie. Et il a brûlé. Et moi, je vais parler sur un plan purement écologique. Il a brûlé des arbres pour fournir, on a niqué des arbres pour du papier pour entendre des conneries pareilles. Je suis outré, mais gardons à l'esprit que tout livre doit exister, que toute culture doit exister, qu'on doit savoir écouter l'autre. J'ai essayé d'écouter l'autre, mais lui n'écoute pas les autres. Je suis désolé, ça m'écoeure. Voilà, ça m'écoeure. Mais après tout doit exister. Merci. Adrien Sajou. Pour l'émission de RFM, c'était bien, les questions étaient pertinentes. Malheureusement, Adrien Sajou n'écoute pas les questions et répond à côté. Je peux pas finir. Adrien, tu m'énerves. C'est pas grave. Je comprends, t'as raison. Je pense que ce livre que tu as écrit t'a libéré en partie du reproche que tu te fais d'avoir joué autant de temps à ton jeu vidéo. T'as perdu énormément de temps, je pense, dans ta vie, c'est vrai. Ça te fait du bien. Je suis très très heureux pour toi que tu te libères en partie de ça. Par contre, essaye d'arrêter de mépriser les autres. Voilà. Les autres joueurs ne sont pas des cons, contrairement à ce que tu crois, je suis désolé. Et voilà. Mais c'est bien, je suis heureux pour toi. Que tu aies trouvé un éditeur et que tu nourrisses la réflexion. Je suis enchanté de te connaître, Adrien.